Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 lectures, voilà. Je vais partir de ce que j'ai le moins aimé pour aller vers le coup de cœur. Donc c'est parti, on commence tout de suite, vous allez voir il y a un peu de tout, il y a de la fantasy, il y a du roman historique, qu'est-ce que j'ai d'autre, du roman contemporain, du thriller. Donc c'est parti. Le bouquin que j'ai le moins apprécié ce mois-ci, alors je vous le montre pas parce que moi j'ai eu les épreuves non corrigées, mais je vous mettrai une petite vignette par ici, si j'y pense, pour la couverture définitive. Il s'agit de Tache rousse de Morgane Montoriol, c'est paru aux éditions Albin Michel. Alors ce bouquin, je trouve qu'il y a eu un déséquilibre, donc il s'agit d'un thriller en fait, ouais, pas vraiment thriller, déjà il est présenté comme un roman contemporain un peu sombre, un peu noir, donc c'est pas vraiment du thriller, ça bascule dans le thriller à la fin. Je trouve qu'il y a un déséquilibre entre le début et la fin. On va suivre une jeune fille, une jeune femme qui a 23-24 ans, je me rappelle même plus de son prénom, qui vit à Los Angeles en fait, elle veut percer dans le milieu de la comédie. Et en fait elle sort avec un mec qui a plus de 60 ans. Donc leur relation déjà elle est un peu bizarre parce que pour elle ça a l'air naturel. On sait pas trop si elle l'aime, si elle le fait pour de l'argent, elle a pas l'air de dire que c'est pour de l'argent, bref c'est un peu étrange. Elle va pas bien, cette nana, elle essaie de décrocher des rôles, ça fonctionne pas, elle vit un peu dans sa tour d'ivoire avec son mec qui a plus de 60 ans, qui est un producteur justement de pièces de théâtre assez renommé à Hollywood. Et puis on va suivre aussi un type qui s'appelle Wes, W-E-S, qui lui en fait est artiste peintre. Voilà, où ses toiles s'arrachent, ses toiles se vendent des millions, il est devenu millionnaire en très peu de temps alors qu'il vient vraiment de rien du tout, d'une famille très modeste. Donc on va suivre ces personnages en parallèle. Et puis, en arrière-fond, il y a des crimes qui sont commis sur des jeunes femmes dans les rues de Los Angeles. Donc on retrouve des cadavres de jeunes femmes horriblement mutilées. Voilà. Et ça c'est la première partie, donc on suit ces deux personnages qui à un moment donné vont bien sûr se rencontrer. On a un peu un aperçu du passé de chacun des personnages, où en fait on se rend compte qu'ils se connaissaient parce qu'ils sont issus de la même ville, dans le Kansas, je crois, un bled complètement paumé. Et la deuxième partie du bouquin, mais il faut bien passer 150 pages, voire 200 pages, on bascule là vraiment dans le thriller. Et là ça devient intéressant. Voilà, mais ça devient intéressant sur allez, les 70 dernières pages, avec une fin que j'ai trouvée plutôt pas mal, mais alors qu'est-ce que je me suis ennuyée, en fait j'ai pas très bien compris le début du bouquin, où en plus je la trouve hyper vulgaire, le personnage principal, je la trouve très vulgaire. Il y a des scènes de violence, il y a des scènes de sexe que je trouve pas vraiment appropriées, en fait je vois pas très bien ce que ça vient faire là, je trouve pas ça bien amené. De la vulgarité, ouais, pourquoi pas, mais là c'est de la vulgarité pour être vulgaire. J'ai pas très bien compris le propos de l'auteur. Alors voilà, moi je l'ai pas du tout accroché. J'ai lu plutôt des bonnes chroniques de part et d'autre, hein, sur les réseaux sociaux ou sur les blogs. Moi ça l'a pas du tout fait. Voilà, pour moi c'était vraiment pas une très bonne lecture. Je vais passer à ma deuxième lecture. Donc là on va changer complètement de style, puisque je vous présente Au nom de ma mère de Annie Münzer, et c'est aux éditions de l'Archipel, c'est dans leur collection Archipoche, donc il est sorti en poche, voilà. Alors ici on est dans un roman plutôt historique, on va suivre, au départ on est en 2012, on va suivre Felicity qui est new-yorkaise, elle vient de perdre sa grand-mère Déborah, et sa mère, sa propre mère, donc la mère de Felicity, Martha, part sur un coup de tête, on ne sait pas où, et Felicity la retrouve à Rome en fait. Pourquoi est-ce que Martha s'est rendue à Rome? Parce que c'est là où Déborah a rencontré son grand-père, donc c'est là où tout a commencé. Et en fouillant dans les affaires de Déborah qui vient de mourir, je vous le rappelle, Felicity et Martha vont trouver un cahier, une sorte de journal intime, mais écrit en hébreu. Donc première surprise, Felicity et Martha ne savaient même pas que que Déborah écrivait l'hébreu, parlait l'hébreu, le comprenait. Donc elles vont faire traduire le journal intime. Donc ça c'est vraiment dans les premiers chapitres, je sais pas, on est rapidement, je sais pas, les 30 premières pages. Et en fait ce journal intime, ça va donner lieu à un retour dans le passé, vous l'avez bien compris. Donc c'est une excuse pour retourner dans le passé de Déborah, puisqu'on va savoir qui était véritablement la véritable Déborah, puisqu'elle est morte
en emportant son secret de famille. Donc on va être propulsé dans les années 20 en Allemagne, à Munich. Vraiment on va connaître donc l'arrière-grand-mère de Felicity qui s'appelait Elisabeth, qui était une cantatrice mariée à Gustave, un médecin juif. Ils vont avoir 2 enfants, ils vont avoir donc Deborah et Wolfgang, un petit garçon. Et en fait, on va assister, à travers le journal intime de Deborah, à la montée du nazisme. D'abord, comment le nazisme s'en est pris à ses parents, à sa mère, à son père. Et puis, Deborah qui va à un moment donné grandir sans ses parents, va se retrouver orpheline à 17 ans. Elle va être prise, enfin je vais pas trop vous en dire non plus, mais je dois quand même vous en dévoiler un petit peu pour que ça vous donne envie de le lire. Elle va être prise sous son aile par un SS et il va lui arriver à partir de là des tas de choses. Et en effet, elle a occulté un passé un peu, on va dire, qui porte à conséquence, où elle a commis des actes assez répréhensibles. Alors tout ce côté là historique, moi j'ai adoré dans ce bouquin, je trouve que ça marchait très très bien. L'auteur elle nous embarque, en plus elle a fait beaucoup de recherches, c'est très fouillé. On est vraiment plongé au cœur des années 20, puis au cœur de la Seconde Guerre mondiale, avec des tas de choses qui se mettent en place. Et en plus je trouve que ce qui est bien fichu, c'est que c'est vu à travers les yeux de Deborah qui à cette époque là a 17 ans, 17-18 ans. Et en fait elle comprend pas tout en fait, elle a pas, forcément nous on a le recul nécessaire pour analyser tout ce qui s'est passé pendant ces années de guerre. Et elle n'a pas ce recul, en plus c'est une gamine, donc c'est assez intéressant de ce côté-là, je trouvais que c'était passionnant. Après, voilà, le seul bémol pour cette lecture, c'est que moi je n'ai pas vraiment accroché au style de l'auteur. J'ai trouvé qu'il y avait des tournures de phrases un peu étranges. Par exemple, elle va finir les chapitres en disant, souvent c'est un tic d'écriture qu'elle a cette auteure, elle termine le chapitre en disant mais voilà, Deborah ne savait pas ce qui allait, tout n'allait pas se passer comme prévu pour Deborah. Deborah n'allait pas pouvoir faire ceci, n'allait pas pouvoir faire cela. Donc en fait elle nous fait un peu du teasing, mais c'est maladroit. Et puis j'ai trouvé aussi un deuxième truc qui m'a dérangée, c'est en fait le bouquin est focalisé surtout sur une très très courte période de la vie de Deborah. Et une fois que cette courte période est terminée, donc c'est-à-dire ça correspond en fait au bouquin, il n'y a plus rien. Voilà. Et moi j'aurais vraiment aimé savoir les conséquences de la vie, dans la vie de Deborah, de ce qu'elle a vécu sous la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il lui arrive vraiment des choses incroyables. Il y a aussi énormément de rebondissements. Voilà, à un moment donné, trop de rebondissements tue le rebondissement. Donc il y a des tics d'écriture, il y a des choses qui ne m'ont pas forcément énormément plu dans ce bouquin, mais vraiment au niveau du style de l'écriture. Après moi j'ai lu de très très bonnes critiques sur ce livre, et les gens qui ont lu ce bouquin, ça ne les a pas plus gênés que ça. Moi c'est vraiment, voilà, ça m'a fait un peu tiquer. Ensuite, si vous avez vraiment envie d'un roman historique avec un secret de famille, allez-y, foncez, il est vraiment abordable, il est passionnant, mais il y a ce petit truc de l'écriture qui moi ça m'a gêné quoi, et ça m'a un peu gâché mon plaisir de lecture. Voilà. Ensuite, alors je vais passer, alors là, je change complètement de registre puisque je vous présente une énorme bricasse. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, et moi j'ai une magnifique édition en hardback de chez De Saxus, voilà. Alors c'est une belle brique qui fait 958 pages, si je compte pas les annexes. Et j'ai fait cette lecture bien heureusement avec Laure de la chaîne Boulimie Livresque et avec Céline de l'Insta Céline Lecture. Heureusement que les filles étaient là, parce qu'on s'est bien motivé pour le lire. On a mis une dizaine de jours pour le lire. Alors moi j'ai plutôt aimé, à la différence de Céline et de Laure, moi j'ai plutôt aimé ma lecture. Bon, pour le résumer, ça va être compliqué. On va être dans un rénome, donc ce n'est pas un royaume, mais un rénome, c'est-à-dire un royaume gouverné par une femme, puisque les femmes ici, dans ce pays, donc là on est à l'ouest, les femmes gouvernent. Donc c'est Sabran, la reine Sabran qui gouverne. Et en fait, il y a une légende qui dit que tant qu'elle donnera des filles, tant qu'il y aura des filles qui gouverneront, qu'il y aura des héritières, le sans-nom, donc on ne sait pas trop ce que c'est au départ, le sans-nom ne reviendra pas. Et c'est ce qui permet au sans-nom de ne pas revenir. Voilà. Parce que tout ça est appuyé sur une mythologie, une légende, qui fonde
le royaume de l'Ouest, et qui ressemble un peu, grosso modo, à un empire un peu chrétien. Voilà, ça c'est l'Ouest. À l'Est, on est plutôt dans un empire oriental, japonais, asiatique, vraiment chinois-asiatique. On a toute cette culture-là qui est vraiment mise en avant. Et à l'Est, on va être plutôt vénéré plutôt des dragons. D'où la couverture, voilà, des dragons qui sont vénérés. Et c'est là qu'on va faire la connaissance de Tané. Tané, c'est une jeune fille qui va devenir une dragonnière. Donc elle va avoir le privilège de monter sur un dragon, puisque les dragons sont considérés comme des dieux. Donc ça, c'est à l'Est. Je retourne à l'Ouest avec Sabran, si vous avez tout compris. À l'Ouest avec Sabran, on va faire la connaissance de... Alors je pense que ça se prononce Id, moi je le prononçais Id dans ma tête, ça s'écrit E-A-D. C'est une jeune fille qui est en fait la chambrière, la dame de compagnie, tout ce que vous voulez de Sabran. Et en fait, sous ses couverts de demoiselle bien élevée, Id en fait est une sorte d'espionne qui est là pour protéger la princesse, enfin la reine Sabran. Id en fait est une mage qui sait utiliser donc la magie, notamment le feu, et elle appartient au prieuré de l'Oranger, d'où le titre, qui est une sorte de sanctuaire à peu près à mi-chemin entre l'Est et l'Ouest, dans lequel la légende dit qu'il y a un merveilleux oranger qui aurait poussé, et si on goûte de cet oranger, alors on n'a pas la vie éternelle, mais en gros on guérit, on recouvre ses forces et on a accès à la magie. Voilà. Et donc vous vous doutez bien que le sans-nom, 1000 ans après qu'il ait été vaincu, va revenir à la vie et qu'il menace à la fois l'Empire de l'Ouest et l'Empire de l'Est. Et donc l'Est et l'Ouest qui ne s'entendent pas du tout, ils se font pas la guerre, mais ils s'entendent pas, ils n'ont aucune relation, vont devoir unir leurs forces pour eh bien, battre ce sans-nom. Voilà rapidement pour le pitch de l'histoire. Alors, moi j'ai aimé parce qu'on est vraiment dans de la bonne grosse fantasy avec de la magie, même si la magie n'est pas hyper exploitée, on est quand même dans des univers de fantasy. On est avec des dragons, donc ça j'ai bien aimé tout ce côté-là, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors il y a beaucoup de personnages, il faut quand même un peu de temps pour se les mettre en tête, mais après ça va très vite parce que chaque chapitre en gros est consacré à un personnage. Ouais, j'ai trouvé ça bien. Je voyais pas très bien comment l'auteur allait rassembler l'Est et l'Ouest, finalement elle s'en sort plutôt bien. J'ai adoré suivre Tané à l'Est et Id à l'Ouest, bien sûr sont les deux personnages féminines les plus importants. J'ai aimé le parti pris aussi que ce soit un livre autour des femmes. Les hommes en fait ont très peu de rôles importants et ça j'ai trouvé ça intéressant, je trouve que ça apporte un certain renouveau quand même dans la fantasy où c'est souvent les hommes qui tiennent la dragée haute, donc ça j'ai trouvé ça bien. Après, le seul bémol que j'aurais sur ce bouquin, c'est la fin, puisqu'on nous parle de ce sans-nom, et en fait, en 3 pages, c'est terminé, quoi. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Donc l'auteur, au lieu de se concentrer sur un énorme bricasse, elle aurait peut-être pu envisager un 2e tome, dans lequel elle aurait pu développer peut-être plus l'univers. C'est vrai que le prieuré de l'Oranger, c'est pareil, on n'en entend pas, on en entend parler beaucoup. Et en fait, au final, voilà, il est à peine esquissé. Bon, c'est pas un coup de cœur. Moi, je trouve que c'est une bonne lecture de fantasy. Pour les accros à la fantasy, vous pouvez y aller. Je trouve que c'était intéressant. Mais c'est pas un coup de cœur. Bonne lecture, intéressante, un univers sympa. J'aurais aimé en avoir un peu plus. Voilà. Je passe ensuite à une très bonne lecture. Il s'agit de Une semaine et un jour de Marie-Josée Ali, c'est aux éditions Hervé Chopin. Voilà. Alors ça, c'est un super bouquin que je peux vous recommander les yeux fermés. On va avoir une chronologie différente avec d'un côté Marie-Célestine qui doit venir en France à la veille de 1789, donc de la Révolution française, parce qu'en fait, soi-disant, elle a une maladie de peau qui l'empêche de s'exposer au soleil, il manque de peau. Marie-Célestine habite dans les îles. Alors on ne sait pas vraiment où, on sait que c'est les Antilles. Donc elle vient en France. Et là en France elle va découvrir d'abord un peuple au bord de la rupture, au bord du chaos, des gens qui sont affamés dans les rues. Elle va côtoyer des gens qui vont avoir un rôle politique très important, notamment je pense à Olympe de Gouges par exemple, elle va côtoyer ces femmes-là. Et elle va trouver l'amour, surtout Marie-Célestine en France, avec une magnifique histoire qui va se finir tragiquement, mais une très belle histoire. Et d'autre côté, on va suivre Soraya, donc là on est de nos jours en 2017 je crois, ou 2016 par là. Non, c'est le 2015.
Enfin bref, je sais plus. Soraya, elle erre dans les rues de Paris. Donc, elle erre d'hôtel en hôtel, de squat en squat. On sait pas vraiment ce qu'elle fait là, il n'y a pas trop d'explications. On comprend qu'elle est très triste, qu'il lui est arrivé quelque chose de tragique dans sa vie. Et en fait, Soraya va rencontrer des tas de gens. Des exclus pour la plupart, donc des travailleurs très pauvres, des gens qu'on peut considérer comme un peu fous, des SDF par exemple, et elle va côtoyer toute cette population pour essayer de retrouver un sens à sa vie, pour essayer de réémerger à la vie, parce qu'on sent bien que Soraya ne fait pas partie en fait de ces gens-là, de ces exclus. Elle avait une vie bien installée, avant il y a des petits détails qui nous font sentir que il lui arrivait quelque chose et qu'elle a perdu pied, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans la rue, à la rue. Voilà, et donc alors le point d'accroche entre Marie-Célestine et Soraya, c'est que Soraya a retrouvé en fouillant dans une malle un vieux cahier qui aurait appartenu à Marie-Célestine, et donc en fait Soraya lit le journal intime de Marie-Célestine, et ce qui lui permet en fait de tenir à la vie. C'était super beau, moi j'ai adoré à la fois le récit historique qui concerne Marie-Célestine, parce qu'on est vraiment dans l'histoire, et je trouve que l'auteur elle a vraiment bien retranscrit cette sensation d'oppression, de chaos qui va mener les Français à la Révolution. J'ai adoré aussi le récit de Soraya, parce qu'on a envie en fait de savoir ce qui est arrivé à Soraya, et quand on arrive au bout du bouquin, c'est un des derniers chapitres, on se dit oh là purée, ouais, en fait on comprend pourquoi elle erre de tel en hôtel miteux, de rue en rue. Ouais, moi c'est vraiment un bouquin qui m'a touchée, c'est hyper bien écrit. Marie-Josée Ali, elle a vraiment un style superbe. Je ne peux que vous recommander ce bouquin, c'était voilà, une petite pépite. Et enfin, je termine avec Comme des lions de Fatima Buteau, c'est aux éditions Les Escales. Là encore, je vous le recommande ce bouquin. Alors, on va suivre 3 personnages. On va suivre Anita Rose, qui habite au Pakistan dans un bidonville. On va suivre Monty, qui lui habite également au Pakistan, mais qui est plutôt un gosse de riche. Et on va suivre Sunny, qui lui habite en Angleterre. Son père en fait a émigré en Angleterre, et donc lui il est issu de la 2e génération. Et en fait on va suivre ces 3 personnages qui vont être à un carrefour de leur vie, et qui à un moment donné vont basculer. De toute façon dans le titre, il n'y a pas de surprise, hein, le titre vous le dit. Ces personnages vont basculer dans l'extrémisme, et notamment dans l'islamisme. Et en fait c'est hyper bien fait de la part de l'auteur, puisque elle prend 3 situations vraiment très différentes. Elle nous montre comment ces jeunes gens qui sont perdus chacun à leur manière vont basculer dans le ouais, alors pas encore le terrorisme, parce qu'ils n'ont pas fait, enfin il n'y a pas d'acte terroriste à proprement parler, mais en tout cas ils vont s'engager. Alors on parle pas encore de Daesh, mais ils vont s'engager pour aller faire la guerre en Irak, notamment contre les Américains, pour prendre les armes. Et comment est-ce que ces personnages basculent dans l'extrémisme, basculent dans l'islamisme. Voilà, c'était hyper intéressant, hyper touchant, je ne peux que vous recommander ce bouquin. Et vraiment, elle a un style qui est intéressant. Alors, une chronologie, une narration qui est aussi très intéressante, parce que sans cesse, elle fait des... Alors, on part du présent, mais on fait des retours en arrière pour vraiment comprendre comment on bascule d'un coup. Alors par exemple, je vais prendre l'exemple de Monty qui a tout, qui va au Pakistan dans une bonne famille, qui a la richesse, qui ne manque de rien. Comment d'un coup il va se retrouver embrigadé en fait dans l'islamisme radical. Comment Sunny, eh bien ce personnage en fait qui manque de repères, il ne sait pas vraiment comment se situer, puisque lui il est né en Angleterre, mais il a encore ses racines pakistanaises via son père. Voilà, dans la rue on le traite toujours comme un étranger, on ne traite pas comme un vrai anglais. En plus il se questionne sur sa sexualité, et il est complètement perdu ce gamin, il sait plus vraiment où il en est, et d'un coup il va trouver quelqu'un qui va lui apparaître comme un sauveur. Il va s'accrocher, malheureusement c'était la mauvaise bouée à laquelle s'accrocher. Anita Rose qui vient des bidonvilles, qui pour s'en sortir va trouver un moyen radical pour se sortir de sa misère. Waouh, c'était vraiment
un bouquin qui vous prend à la gorge parce que vous avez envie de savoir, en fait vous êtes là, vous avez envie de lire, mais jusqu'où vont aller ces personnages dans leur radicalité. C'est vraiment, c'est à la fois oppressant, et puis c'est à la fois profondément humain, parce que ouais, on se rend compte que ces jeunes-là, pour certains, eh bien, le fait de se tourner vers l'islamisme radical, pour eux, ça a été le seul espoir qu'ils aient trouvé dans leur vie. Alors c'est vraiment triste, c'est horrible, mais c'est le seul espoir qu'ils ont eu à un moment donné dans leur vie, parce qu'on leur a rien offert d'autre. Voilà. Donc on n'est pas là non plus pour les comprendre en disant ah oui, on comprend pourquoi ils sont tombés dans le radicalisme, dans l'islamisme radical, mais ça permet d'offrir des pistes de réflexion en tout cas, et de comprendre en fait ces personnages-là. C'était super bien écrit, c'était super. J'ai passé vraiment un très très bon moment de lecture, et je vous recommande encore une fois cette lecture parce que c'est une lecture vraiment très très enrichissante. Voilà. Et bah écoutez, j'en ai terminé avec mes lectures, j'espère que ce point lecture vous a plu. Je pense que je reviendrai avec un book haul. J'aimerais bien aussi reprendre un tag, le tag que Séverine a fait sur sa chaîne, le tag de A à Z. Si j'ai le courage, là je le tournerai, je vais voir si j'ai le temps. Et puis voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air, de mettre des commentaires éventuellement s'il y a des bouquins qui vous ont donné envie de lire, si vous avez lu, si vous avez un avis complètement différent du mien, allez-y, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que vous pouvez également me suivre sur Instagram, je vous mets tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous abonner, je suis assez présente sur Insta, voilà. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.